Bonjour Robin, Bonjour. tu es étudiant dans la licence professionnelle métier du jeu vidéo à l'IUT de Bobigny, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Et tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a amené là? Quel est ton parcours auparavant? Moi, j'ai commencé par un bac S, sciences de l'ingénieur, que j'ai eu en mention très bien. Et après ça, je me suis orienté vers un DUT informatique, donc à l'université de Lille. Et après ces 2 ans, j'ai décidé de m'orienter vers la licence pro métier du jeu vidéo parce que j'étais extrêmement passionné par le jeu vidéo et globalement, mon parcours a toujours été réfléchi pour travailler dedans, globalement. Je me suis d'abord orienté vers l'informatique parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir comme compétence le développement. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser dans le game design et le level design. C'est pour ça que je suis venu dans cette formation. D'accord, c'était pas une idée de dernière minute, c'est un projet que tu mûrissais depuis des années. Ouais, clairement, c'est vraiment quelque chose que j'avais réfléchi, etc. Alors, je savais pas exactement quelle formation. Et une fois que j'étais tombé sur la licence pro métier du jeu vidéo, après des recherches, après pas mal de recherches, après pas mal de choix aussi, je me suis dit qu'après un DUT informatique, ça avait du sens. Donc, je suis parti dans cette direction-là, ouais. Tu es toi-même un joueur? Ouais, gros joueur, oui. Depuis plusieurs années, tu as une depuis tout expérience petit, de... Ouais. depuis tout petit, j'ai été directement bercé par les jeux, par mon père notamment, qui jouait, je voyais jouer à Age of Mythology à l'époque sur son vieux PC. J'ai joué également à sa Mega Drive à l'époque, sa Sega Mega Drive, sacrée, une vieille console quand même. Et j'ai tout de suite été très pris dedans. Ensuite, c'était avec mon frère et j'ai toujours joué aux jeux vidéo aussi loin que je me souvienne, mes souvenirs aussi loin que je me souvienne dans ma vie. Je crois que ouais, j'ai toujours joué aux jeux vidéo. Ouais. Et alors, si tu étais un personnage de jeu vidéo, ce serait quel personnage? Alors, j'hésite un peu entre 2 personnages, mais je dirais soit Mei d'Overwatch, qui est un personnage qui garde toujours un peu espoir et qui continue en fait toujours à aller de l'avant et à suivre ses valeurs malgré toutes les complications. Elle a quand même été cryogénisée plusieurs centaines d'années. Pas facile comme vie. Ou bien Madeline, qui est dans Céleste, qui est un personnage qui va donc quand même gravir le mont Céleste du coup, pour s'affronter elle-même, s'affronter ses propres démons et grandir dans la vie. Et garder espoir un peu dans tout ça. J'aime beaucoup cette idée-là et ces valeurs représentées. Et quand tu incarnes un personnage dans un jeu, tu te transformes, c'est un nouveau moi, c'est une nouvelle identité que tu incarnes ou... Ouais, d'une certaine manière, ouais. J'aime beaucoup ces jeux où on peut soit créer son personnage, soit incarner un personnage. Dans les 2 cas, c'est quelque chose qui me plaît. Peu importe à quoi ressemble le personnage, dans l'absolu, je suis capable de l'incarner, capable de me mettre à sa place, de ressentir un peu ce qu'il ressent quand même. Après, ça dépend des jeux. Il y a des jeux quand même où parfois je me sens un peu comme, d'une certaine manière, protecteur. Je pense notamment à Hellblade, dans lequel on va incarner Senua, mais notre position est plus en tant que spectateur et contrôleur, plus qu'en tant qu'incarnation. Mais dans beaucoup de jeux, je me sens à la place du personnage en jeu et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en toute honnêteté. Vraiment. D'accord, donc tu vis en quelque sorte une vie parallèle dans le... Ouais, exactement. Dans le jeu. Ouais. C'est vraiment quelque chose, que ce soit à travers notamment aussi les jeux en ligne. Pour le coup, je pense à des jeux comme par exemple Sea of Thieves où on incarne un pirate et dans lequel j'étais mon pirate, quoi. Quand je joue à Sea of Thieves, je deviens un pirate et c'est quelque chose qui me plaît. J'ai toujours beaucoup apprécié pouvoir devenir le personnage que je contrôle à travers ma manette ou mon clavier. Ça a des répercussions sur la vie réelle, c'est-à-dire tu es ressorti de là un peu pirate ouais, un peu. Dans ta vie? En vrai, ouais. En vrai, ça permet, d'une certaine manière, les jeux vidéo ont quand même une capacité de transmettre des sentiments, des émotions et des valeurs également. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai cité Mei ou Madeline de Céleste et d'Overwatch, c'est des personnages qui sont pleins de valeurs et qui sont très intéressants et globalement, ça permet également de s'en inspirer. Donc, c'est déjà premièrement, ouais, ça permet de s'en inspirer et de s'imaginer à leur place pour du coup peut-être devenir comme eux, parce que ça reste des modèles. Au-delà de ça, c'est aussi voir peut-être leurs erreurs et aussi voir leurs réactions face à certains éléments de la vie et potentiellement compatir avec eux également. C'est quelque chose qui permet, je pense, de nous avancer et on prend toujours une partie du personnage une fois qu'on sort d'un jeu, je pense. Donc tu étais passionné de jeux vidéo. À quel moment tu t'es dit que ça pouvait devenir un métier ? Je me suis renseigné assez tôt. Alors au tout début, quand j'étais très jeune, je voulais faire le fameux métier de testeur de jeux vidéo pour jouer aux jeux vidéo toute la journée. Assez rapidement au collège, quand on a commencé à me poser la question de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, je jouais le plus clair de mon temps aux jeux vidéo, tout en travaillant évidemment, mais jouer le plus clair de mon temps aux jeux vidéo. Et donc du coup, je me disais que quand même, ça serait vachement intéressant de m'intéresser au métier que je pouvais faire là-dedans. J'étais déjà un peu plus matheux, un peu plus logique. Donc j'ai plutôt regardé du côté développement, même si le game design m'avait déjà fait pas mal de l'œil quand même. Je trouvais ça très intéressant, l'idée d'imaginer les mécaniques, etc.
Et ensuite, plus le temps avançait, plus j'affinais mon parcours, plus je regardais globalement exactement ce que je voulais, etc. Au début, j'étais plus côté développement, maintenant je suis vraiment plus côté game design qui m'intéresse quand même vraiment plus. C'est quelque chose qui me plaît globalement. Et en fait, j'ai mûri mon parcours au fur et à mesure du collège, lycée, etc. Quelle est la différence entre un programmeur de jeu et un game designer? Qu'est-ce que c'est que le game design? Alors le game design concrètement, c'est la personne qui va imaginer les mécaniques qui régissent un jeu globalement. On peut imaginer Mario. Dans Mario, il court, il saute. La personne sur le papier qui a pensé le fait qu'il courait et qu'il sautait, c'est le game designer en fait. Comparé à un développeur, le développeur, c'est lui qui va marquer les lignes de code permettant de faire en sorte que Mario court et saute. Ce qui veut aussi dire que du coup, le game designer, il n'est pas non plus collé qu'uniquement aux jeux vidéo. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais c'est aussi un métier qui peut se faire du coup dans le jeu de société ou dans les jeux sérieux, étant donné qu'on peut imaginer des mécaniques au-delà uniquement du jeu vidéo, du coup, d'autres médias interactifs, par exemple. Jeux sérieux, jeux de société notamment. Surtout avec, avec un plateau, etc. On peut imaginer les mécaniques avec les pions, les jetons, etc. Vous avez testé différents types de jeux dans le cadre de cette formation de licence professionnelle? Oui, exactement. Ouais. On a eu l'occasion quand même de tester plein de jeux de société différents, qui étaient tous très intéressants. On a même eu l'occasion d'en réaliser un lors d'une Game Jam. Game Jam qui est donc du coup un événement qui demande en fait à des personnes de réaliser un jeu dans un cadre très court. Ça peut être un jeu de société ou un jeu vidéo, voire même d'autres créations. Ouais. C'est globalement quelque chose d'hyper enrichissant et ouais, j'ai beaucoup apprécié. On a pu vraiment s'enrichir à ce niveau-là. J'avais quand même un manque de culture dans le jeu de société et ça m'a vraiment beaucoup intéressé de pouvoir toucher à plein de jeux de société, des bons, des mauvais, ceux qui avaient des défauts, ceux qui étaient vraiment incroyables. Tu disais que tu avais fait un parcours avec de l'informatique, du développement. Donc tu étais un peu le développeur de la bande quand tu as travaillé dans des projets de jeu avec tes camarades de... Un peu oui, ouais. On n'était pas beaucoup de développeurs dans la classe, donc globalement on était très rapidement un petit peu les développeurs par défaut aussi parce que fallait faire les projets et globalement avec un développeur qui savait développer globalement, c'était un peu plus facile quand même. J'ai quand même eu la chance, comme d'autres personnes dans la classe, de faire 2 ans de développement, 2 ans de programmation et faire un stage pour compléter cette formation. On va dire que j'ai forcément un peu plus d'expérience que des personnes qui n'ont pas fait ce parcours-là. Donc ouais, ça a aidé beaucoup quand même. Ça permettait de faire avancer les projets, etc. Donc j'étais très régulièrement, voire systématiquement, non, très régulièrement, dans un projet, j'ai pas été développeur, j'étais level designer, mais très régulièrement développeur, et ça me plaisait quand même. Je dis que je préfère le game design. Maintenant, la chance du game design, c'est que, étant donné qu'on est dans cette formation tous pour être game designer, globalement, on faisait tous du game design, pour être honnête, même si au final, les personnes qui finalisaient et qui ficelaient un peu mieux la chose étaient game designers particulièrement. On imaginait tous le jeu ensemble au final. Donc tu peux nous raconter un peu comment ça se déroule dans la réalisation d'un projet comme ça en équipe? Ouais. On peut prendre l'exemple du projet de fin d'études qu'on a du coup réalisé dans le cadre de la formation. Nous, on a donc réalisé le jeu Boom, qui est un espèce de runner s'inspirant des jeux Flash. La manière dont on l'a réfléchi, c'est que tout d'abord, on voulait un jeu... Alors, on avait un thème imposé en plus de ça, qui était plus fort ensemble. Donc, il fallait réfléchir autour de ce thème. Et au-delà de ce thème, il fallait également donc, du coup, trouver une bonne idée de jeu qui correspondait un peu plus ou moins à ce qu'on voulait. On voulait assez vite trouver un jeu un peu flash, un peu jeu qui se jouait rapidement, très vite fun, avec du coup un scope, donc une taille de projet raisonnable pour être capable de le réaliser quasiment jusqu'au bout, au maximum. Donc on a au début pensé à des regroupements d'animaux. Je me souviens qu'on a pensé à des regroupements de pingouins, on y est bien loin. Et ensuite, à force de réfléchir, etc., on a imaginé des dinosaures qui se faisaient écraser par une météorite, et au bout d'un moment, on arrivait sur l'idée de la météorite qui s'accumulait, etc. C'était vraiment c'était la phase de réflexion, vraiment de brainstorming, quoi, où vraiment on posait toutes nos idées, il n'y avait pas de mauvaises ou de bonnes idées, et ensuite on a fait le tri. Une fois qu'on a fait ça et qu'on était tous plus ou moins d'accord qu'on voulait s'orienter sur un astéroïde qui allait exploser une planète, on a commencé à faire des croquis. On a fait des croquis sur tableau blanc pour permettre de voir vers quoi on allait s'orienter, à quoi allait ressembler le jeu, etc. Parce qu'au final, on s'est très vite rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même idée du jeu en tête lorsqu'on parlait d'un astéroïde qui s'explosait sur une planète. Une fois qu'on a fait ça, du coup, on a pu commencer à réfléchir de manière plus précise aux mécaniques, parce que maintenant qu'on avait une idée générale du truc, que tout le monde allait dans la même direction,
il fallait du coup commencer à avoir des mécaniques un peu plus précises, également équilibrées. Pendant ce temps-là, moi en tant que développeur, du coup j'ai commencé à développer un prototype pour pouvoir essayer ces mêmes mécaniques pour être sûr qu'elles fonctionnaient, parce que c'est pas évident. Entre penser une mécanique et la réaliser en jeu, le feeling peut ne pas être le même, ou le feeling ne peut pas être celui qui est attendu. Donc voilà, et une fois qu'on a fait ça, c'est une phase où il y a toute la phase de développement, où on va donc rajouter ces nouvelles mécaniques. Nous, dans notre projet, on a décidé d'être le plus itératif possible, dans le sens où on voulait rajouter des couches au-dessus du jeu en permanence pour éviter l'idée d'un jeu qui ne serait pas terminé en fait. On voulait vraiment avoir un jeu le plus jouable possible. Et pour ce faire, du coup, on a vraiment pris une attitude itérative sur la chose, c'est-à-dire qu'on a coupé certains éléments du jeu, mais ça coupe pas du tout, ça donne pas l'impression que le jeu n'est pas fini pour autant, on va dire. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que cette phase de développement, on a développé la majorité du jeu, on passe dans cette phase de polish, où nous, on a eu la chance d'y passer dans les projets de fin d'études. Tout le monde n'avait pas eu le temps. Nous, on a eu le temps d'y passer, et où globalement, l'objectif, c'est de faire en sorte que le feeling soit exactement celui qu'on attend, que visuellement, ça soit exactement comme on l'attend, etc., en fonction de la direction qu'on souhaite prendre. C'est que des détails par moment, une musique un tout petit peu plus forte, un tout petit peu moins forte, des sons qui sont mieux faits, un tableau des scores un petit peu clinquant, un petit peu mieux, quoi. Mais globalement, c'est une phase assez importante, c'est un peu ce qui a donné un peu une âme à notre jeu, parce qu'avant, c'était très projet, alors qu'au final, c'est un peu devenu notre petit bébé ce jeu, parce que on a quand même pu y insuffler notre âme un petit peu dedans, quoi, si je puis dire. Après, ce jeu, vous avez pu le montrer à des gens à l'extérieur de l'université, le faire tester? Oui, alors on a pu donc, le montrer à des professionnels du jeu vidéo lors d'une présentation dans le cadre du projet de fin d'études pour montrer ce qu'on avait fait globalement, avec un test du coup sur scène, etc. Donc c'était la présentation à la Cité des Sciences de la Villette. Exactement, ouais. À la Cité des Sciences, du coup, face à 8 professionnels, je ne sais plus exactement le nom pour être honnête. C'était vraiment sympa pour le coup, parce qu'on a pu vraiment montrer à tout le monde du coup notre jeu. On était en même temps en live du coup sur YouTube. Et on a également eu l'opportunité de présenter notre jeu, plus que présenter, de faire tester notre jeu à quelques événements, donc au Microfolie. Donc notamment, moi je suis allé à Game in Noisy pour du coup voir les gens tester le jeu, etc. C'était assez agréable de voir les ressentis des joueurs, etc. sur notre jeu, d'avoir des avis dessus. C'est assez intéressant. Même apparemment quelqu'un qui a eu un bug que j'ai jamais retrouvé. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais ouais, c'était vraiment cool d'avoir des éléments d'avoir des retours extérieurs, parce qu'on va pas se mentir, nous quand on développe le jeu, on a un petit peu des œillères, on se rend pas réellement compte à 100% de ce qui va être ressenti. Il y a des moments où on comprend des choses naturellement, parce que forcément, en tant que développeur, quand c'est toi qui l'as développé, tu comprends les mécaniques que tu as développées. Lorsque tu es un joueur extérieur et que tu n'as jamais joué à ce jeu, ouais, c'est vrai que ça peut ne pas être évident et que c'est super intéressant d'avoir des retours. Donc tu vas continuer dans ta carrière à créer des jeux? Ouais, bien sûr. C'est le plan? Ouais, Tu as un plan de poursuite d'études ou de... Ouais. Actuellement, j'ai été pris donc, récemment au Master à Cannes, du coup, Master magique, management, c'est globalement un master de management dans le jeu vidéo. Globalement, on va apprendre du coup encore une fois des compétences très polyvalentes dans lesquelles on va pouvoir du coup continuer à développer des jeux, etc. dans le cadre de réalisation de projets interpromo entre les M2 et les M1. Je suis assez content. En vrai, mon objectif, moi, c'est de devenir... je suis encore un peu hésitant entre game designer et level designer. Si je suis game designer, j'aimerais bien continuer à toucher au développement. Je pense que c'est une compétence intéressante. Aussi parce que je souhaiterais potentiellement du coup devenir, peut-être faire mon studio indépendant, et donc en l'occurrence des compétences de gestion de projet, etc. Je pense que ça peut être fort intéressant. Ouais. Donc tu vas créer des univers de jeux, tu vas créer des personnages. Tu parlais tout à l'heure de valeurs sur les personnages qui incarnent une vie dans le jeu vidéo. Ouais. Donc tu as déjà des idées, tu penses que tu vas pouvoir créer des univers de jeux où tu vas pouvoir insuffler un peu tes valeurs à travers les personnages qui vont évoluer dans le jeu? Ouais, j'espère. C'est l'objectif dans tous les cas. J'aimerais bien, ouais. Alors j'avoue ne pas avoir encore d'idée de jeu de manière précise. Pour l'instant, en tant que bon développeur et bon game designer, j'ai que des idées de mécanique avant des idées d'univers. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir des mécaniques qui sont cohérentes dans un univers. C'est quand même le plus intéressant. C'est dans ces moments-là où c'est le plus riche, où c'est le plus intéressant. Et ouais, l'objectif, moi j'aimerais beaucoup pouvoir avoir cette liberté de créer le jeu que je souhaite,
le plus apprécié possible, pourquoi pas, mais surtout avec du coup les valeurs que j'ai envie de transmettre à l'intérieur, que ce soit des valeurs personnelles comme du coup continuer d'avancer malgré les problèmes, l'espoir, etc. ou des valeurs un peu plus larges comme par exemple l'écologie, etc. qui sont des thèmes qui commencent à être abordés dans le jeu vidéo mais peut-être pas suffisamment et que je trouve personnellement hyper intéressantes. Ouais. Est-ce que tu penses que le jeu peut avoir un rôle à jouer dans la création de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires qui peuvent étendre un peu la manière dont les gens appréhendent des problèmes? Ouais, je pense. Je pense que comme tous les médias, il y a des livres qui ont permis de le faire. Alors, je ne suis pas assez littéraire pour être capable de le lire. Je pense qu'il y a des films qui ont été capables de remettre en perspective certaines choses. Et je pense que les jeux vidéo sont tout autant capables de le faire. En réalité, je pense qu'il y a des jeux qui le font déjà très bien. Je pense à des jeux comme peut-être Paper Please, par exemple, où on incarne un responsable des frontières, globalement, où on doit faire passer les gens ou pas. C'est un jeu où moralement c'est compliqué de faire des choix, parce qu'on doit faire le choix entre nourrir sa famille ou être moral. Ouais, c'est pas évident, ça fait poser des questions politiques quand même intéressantes. Et globalement, je trouve ça super intéressant, tous ces éléments qui permettent de remettre en perspective quand même notre vision du monde et notre vision des choses qu'on affronte au quotidien, ou de manière un peu plus large, le fait que des choses que l'humanité affronte, si on peut dire ça.